Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce commentaire de Full Gear parce que oui, j'ai juste un commentaire sur Full Gear. Alors j'en ai pas qu'un, mais voilà, j'en ai. Déjà, faut commencer à l'heure, important. Il faut commencer à l'heure, il faut que les gens arrivent à l'heure aussi. Parce que Mystico, qu'est-ce qui se passe? T'arrives en retard et surtout, Okada, faut arriver à l'heure. On t'attendait. Takeshita, il t'attendait. Important. Donc voilà. Donc du coup, premier combat, pas premier combat, pas clair. C'est pas clair. Du coup, ce qui a ouvert le show, dans tous les cas, le match trio avec Okada, Takeshita et Hechicero. J'adore Hechicero. Il est trop bien. Contre les Mexicains, Néon, Mystico et Mascara Dorada, la dorade masquée, naturellement. Donc de ce que j'ai vu du match, bah c'était bien. Ce qui était super intéressant, c'était la relation entre Takeshita et Okada, où clairement Okada tapait sur Takeshita quand il pouvait, quand il était au sol par exemple, un petit Rainmaker par-ci par-là, voilà. Oh mince, c'est dommage. Oh, il est content quand même. Du coup, victoire des Mexicains. Ça aurait été intéressant d'avoir une victoire de Takeshita et Okada et Chisero. Parce que les voir ensemble continuent à se taper dessus un peu, mais bon. Il y aura du développement plus tard. Ça me va. Match suivant. Darby Allin contre Pac. Entrée sympathique de Darby Allin. Bon, entrée sympathique de Pac, naturellement, mais entrée avec un promo package sympathique qui résume un peu le... Enfin, pas un promo package. Une cinématique qui montre Darby Allin en souffrance, passé à travers le feu. Donc durant le match, point notable, Darby Allin fait un Scorpion Deathlock à Pac. Donc Darby Allin fait un Scorpion Deathlock à Pac. Et Pac n'abandonne pas, donc intéressant, c'est pas un truc hyper protégé, c'est plutôt bien. Et sinon, Pac, je regarde là, faut arrêter les brûlures, faut laisser les gens. Première tentative de meurtre. Là, c'est pas une tentative de meurtre, mais c'est pas beau. Faut pas taper les brûlures des gens. Non mais oh. Donc Darby fait un scorpion là de Sting sur Pac. Pac n'abandonne pas, mais par contre du coup Pac fait appel à Wheeler Utah, cette petite merde de Wheeler Utah. Et du coup diversion, version. Pac il prend la batte de et bam. Et du coup, Darby KO. Et du coup, Pac 1, 2, 3, Pac. Alors j'allais dire champion, mais pas champion. Et bientôt leader, bientôt. Moi, je suis pour qu'il soit leader. Prenne la place de Moxley, naturellement, parce qu'en soi, Moxley, là, en ce moment, il est plus dans la route, hein. Plus le chemin des Death Riders, hein. Donc, moi, je dis, il faut qu'il dégage. Et Pac peut prendre le lead. Ou éventuellement Castagnoli, mais Castagnoli, il semble pas vouloir prendre le lead, pas du tout. C'est un vrai bras droit. Donc je ne sais pas. Et Pac, hein, Pac qui prend le lead et qui dégage Moxley, moi ça je prends, hein. Je prends. Oui, oui, oui. Match suivant. C'est le match féminin. 2 contre 2 contre 2 contre 2. Donc avec les... Alors c'est pas les triangles de la mort. Et Julia Hart et Sky Blue. J'aime bien. Donc c'est un match qui a pour but de permettre à l'équipe gagnante de choisir sa stipulation pour le match
du des demi-finales du tournoi tag et comme prono, j'aurais fait Toni Storm et Mina Shirakawa parce que c'est les seuls à l'avoir évoqué et du coup, pour moi, c'est le plus pertinent que ce soit elle, je dirais. Donc en premier, nous avons l'arrivée avec Julia Hart et Sky Blue. Ensuite, on a l'arrivée de Megan Bayne avec sa musique. J'aime bien la musique de Megan Bayne, c'est épique. Et l'arrivée de Marina Shafir, le soleil de nos vies, naturellement. Ensuite, il y a l'arrivée de Harley Cameron et Willow, avec la musique de Willow qui est bien. Harley Cameron, il faudra qu'on parle d'Harley Cameron, c'est la meilleure, c'est la plus divertissante. Et enfin, l'arrivée de Toni Storm et Mina Shirakawa avec un style qui pue le style. C'est trop bien, une danse chorégraphiée incroyable, en mode inspecteur, inspectrice. Euh, Trop bien. Du coup, je pense que c'est elle qui gagne à ce moment-là. Ça ne fait aucun doute. Et en finalité, on a bien une victoire de Toni Storm et Mina Shirakawa qui font le tomber sur Harley Cameron. Ça baisse un peu son momentum potentiellement, mais en même temps, elle avait fait le tomber sur Mercedes Moné, non, sur Athena. Donc un momentum plutôt bien pour une équipe qui devait se faire éliminer. On est plutôt pas mal. Et donc, on a une stipulation pour Toni Storm et Mina Shirakawa. Donc on verra ce que c'est. Un truc délirant, possiblement. Un truc sexuellement inadmissible, probablement. Match suivant. FTR contre Brodido. Alors, FTR, c'est mon équipe de cœur. Je les aime, d'amour. J'aime les crânes chauves de Dax, naturellement. Donc FTR qui agresse les légendes comme d'habitude. Et Brodido qui est trop stylé quand même. Stylé, Brodido. Pour les entrées, on a une entrée complètement épique. Pas de FTR, pas de Brodido, mais de Stokely Hathaway. Trop stylé. Un manager sous-coté peut-être. Mais là, il est trop bien. Mon pronostic pour ce match, c'est une victoire de FTR parce que c'est FTR. Mais après, c'est compliqué. Parce que... Est-ce qu'on fait lâcher les titres à Brodido comme ça? Ça me choquerait pas qu'il les garde. Mais FTR, toujours. Toujours FTR. C'est comme Will Ospreay. Will Ospreay, il gagne toujours. Donc voilà. Au bout d'un moment, il faut être subjectif. Il faut accepter la vérité. FTR est la meilleure équipe. Et Will Ospreay le meilleur catcheur. C'est tout. C'est tout. J'adore FTR pour leur côté technique, leur gruge un peu, oui, gruge, hein, utilise certaines zones grises de l'arbitre pour profiter de certains avantages, pas de la triche, encore moins avec un manager. Donc le match est sympathique, c'est, ça a été presque le meilleur match de la soirée pour moi. Je dirais le deuxième meilleur, pas celui qui sera le plus mémorable pour moi, parce qu'il y en a un autre qui est plus mémorable, je pense, pour moi. Et disons que dans ce match, ça s'emballe à la fin, hein, ça, et il y en a des finishes qui passent. Bandido, il s'est pris des finishes, hein, tient bon et il est très protégé et c'est trop bien. Genre à un moment, il se prend une ceinture sans faire exprès, peut-être une possible misco enfin une misco, un accident malheureux entre Brody King et Cash Wheeler. Il y a même un moment où Brodido font le shutter machine, exceptionnel. Quelle prise de finition exceptionnelle. Moi j'adore. Mais FTR arrive à un moment à mettre KO, quasiment KO complètement. Brody King, pour ne pas qu'il puisse revenir, il essaie de revenir sur la fin, mais il n'y arrive pas. Et il termine Bandido avec un shutter machine, avec une victoire finale
de FTR. Jusque-là, c'est assez prévisible, avec une victoire finale de FTR, 3 fois champion, la meilleure équipe de tous les temps. En plus, c'est écrit sur leur slip, 11e titre. Match suivant! Le Gauntlet, avec comme entrée en premier et deuxième Bobby Lashley et Shelton Benjamin. Des anciens qui font tout jeune, surtout Shelton. Il est trop stylé, Shelton. Lui aussi, il faut qu'on en parle un jour. Je sais pas si on en parlera, mais trop bien, Shelton. Et le Gauntlet est pour le titre national. Je trouve pas que ce soit super intéressant ce qui se soit passé. On a un titre qui est sorti un peu de nulle part, avec une construction principalement autour du Earth Syndicate et de la demande, avec Ricochet, le plus chauve de tous les chauves. Oui, je reprends plein de catchphrases de Norbert et Alain. Oui, ils sont trop bien. C'est un championnat qui est construit sur un gauntlet, alors il y a que deux-trois personnes qui sont en affrontement direct. Même pas forcément pour le championnat, mais juste qu'ils sont en rivalité, donc je trouve ça un peu étonnant. Pour parler de la ceinture, je suis alors pas très fan du visuel, mais j'aime bien l'identité de la ceinture. C'est purement subjectif. Je trouve pas les couleurs très jolies, le or principalement et du rouge, je suis pas fan. Mais après, l'identité de la ceinture est très bien. Faudra s'y faire. Pour l'entrée des deux premiers, donc Bobby Lashley et Shelton Benjamin, je trouve ça trop drôle que MVP fasse l'entrée des deux en même temps. Enfin, pas en même temps, mais quasiment en même temps. C'est trop bien. La première partie du match, c'est Shelton et Bobby Lashley qui finalement font un truc assez ennuyant qui ennuie tout le monde. C'est-à-dire du catch comme ils savent faire. Ça n'amuse pas le premier arrivant, qui est naturellement le seul, l'unique, le relou, Ricochet, qui arrive et qui parle, il parle, il parle. Mais, c'est intéressant, la demande arrive et démonte complètement le Earth Syndicate. Donc ça, faut qu'on en parle. Il faut une rivalité pour ça, pas en finalité, mais dedans. Ils font un gauntlet pour un championnat où finalement, ils éjectent du gauntlet les deux premiers arrivants. Ça ne fait aucun sens. Donc on se retrouve avec un match buildé principalement avec 3 personnes, dont 2 qui sont KO, qui étaient les premiers arrivants. Et il en reste plus qu'un. Et évidemment, il va gagner. C'est honteux. Après, c'est bien qu'il gagne, que Ricochet gagne, c'est bien. Mais ça c'est la fin. Parce que entre temps, l'histoire du gauntlet est pas mal, je trouve. De toute façon, les gauntlets, c'est beaucoup trop bien. C'est la meilleure stipulation qui existe actuellement dans le catch, mieux que le Rumble, et j'adore les Rumble. Donc ensuite, il y a l'arrivée de Castagnoli, beaucoup trop stylé comme catcheur, beaucoup trop stylé comme entrée, qui a inspiré les Death Riders pour leur entrée là avec les lumières rouges. Et donc clairement, Castagnoli, il vient démonter Ricochet jusqu'à l'arrivée du suivant, qui est encore un membre des Death Riders, avec Daniel Garcia. Donc là, AEW est vraiment très sympa. Nous montrer pendant plusieurs minutes Ricochet se faire démonter, c'est plaisant. C'est plaisant à voir. Arrivé suivant, Orange Cassidy avec l'écran qui est, qui est flouté parce que la flemme, hein, la flemme. Il arrive tranquillou, il est pas pressé. C'est Orange Cassidy. C'est un Orange Cassidy qui a bien la flemme, qui est très divertissant sur ce gauntlet, un peu comme avant. Enfin, il est pas là pour en 1 contre 1, donc c'est plus facile pour lui de faire son gimmick. Et arrivé suivant, la petite merde de Wheeler Yuta. Et donc là, les Death Riders, ils sont 3, donc clairement, ils dominent le combat. Il y a même Daniel Garcia qui se permet de se foutre de la gueule d'Orange Cassidy. Donc là, vraiment, ils sont hyper tranquilles.
Il y a un spot super drôle que j'ai trouvé à la caméra avec, les Death Riders qui tournent pour donner des coups à Orange Cassidy et en tournant, il y a Ricochet qui s'incruste et qui vient taper. Il essaie de faire équipe avec les Death Riders qui le défoncent naturellement. Entrée suivante, Kevin Knight. Kevin Knight? J'ai du mal avec cette équipe. Enfin, j'ai du mal. C'est de la bonne mid-card d'équipe. Mais très bon catcheur, pas de problème. Donc il vient parce que pourquoi pas? Pourquoi pas lui? Il catche bien, c'est sympathique. L'entrée suivante, plus intéressante, c'est Roderick Strong. Donc il va potentiellement, enfin, il fait pas vraiment partie de la conglomération, hein. Il fait pas partie de la conglomération, lui. Il veut pas. Mais après, globalement, Roderick Strong, il en a rien à foutre. Il tape tout le monde, fait le ménage. Entrée suivante. L'arrivée de Mark Davis de la Don Callis Family. Il vient faire le ménage aussi. C'est un peu la logique des gauntlets. Il y a un catcheur qui arrive, il fait le ménage. Du coup, il y en a, ils vont dormir pendant une bonne sieste, hein. Ensuite, catcheur suivant, Speedball, qui vient faire comme les autres, comme les trois, quatre derniers arrivants. Donc faire le ménage, un peu, il essaie. Il est petit, et c'est dommage. Mais heureusement, ils sont en équipe avec Kevin Knight. Il y a un moment, il y a quand même, ils se retrouvent face à un tombé les deux, et ils doivent se mettre d'accord. Enfin, ils essaient, ils n'y arrivent pas trop. Mais bon, au final, il y a Mark Davis qui vient les défoncer. Donc ça sépare la situation, mais on sait pas ce qui se serait passé. Après, il y a un moment où Jet Speed va pour se serrer la main, et naturellement, Kevin Knight essaie le roll-up. Et là, il y a un enchaînement de coups qui est merveilleux, où Speedball et Kevin Knight, ils arrêtent pas de s'esquiver. C'est très fluide, c'est bien ça. Arrivé suivant, Matt Menard qui arrive pendant que Daniel Garcia essaie de faire une prise de soumission. Donc une prise de soumission, toujours le meilleur move dans un gauntlet, vraiment. Mais à la limite, pourquoi pas? Finalement, Bobby Lashley et Shelton Benjamin reviennent pour confronter Casta et Mark Davis. Duo étonnant. Et pourquoi pas? Il a les deux, ils font le ménage, hein, ça spire, ça détruit tout, les deux ensemble. Et pour la fin de combat, il y a beaucoup d'action dans le ring. Et il y a Ricochet qui arrive à sortir l'un de ses finishes. Et finito pour Kevin Knight. La victoire de Ricochet, nouveau champion national. Match suivant. Kyle O'Reilly contre Jon Moxley. Donc une rivalité très intéressante sur le très long terme finalement. Que c'est long. Enfin ça c'est une rivalité du court terme, mais celle de Jon Moxley, c'est du long terme. Donc avec Jon Moxley qui abandonne de plus en plus, voire quasiment tout le temps maintenant. Donc un Jon Moxley en état de faiblesse. C'est un match très technique au début, vu les profils des deux catcheurs. Mais à un moment, notre cher Jon Moxley sort la fourchette, la sacro-sainte fourchette qu'il adore tellement en ce moment. Et à partir de là, ça commence à partir en sang. Enfin du sang dans ce pay-per-view. On se dit quand même, il n'y a pas tant de sang que ça, à ce moment-là. Et là, ce combat qui était pour le moment très technique, avec des tentatives de soumission de Kyle O'Reilly, ça part en sang, hein, ça part en tentative de meurtre. Coup de fourchette, dans la tête, dans le corps. La deuxième partie du match, c'est vraiment de la violence, avec des coups de fourchette, des coups de chaise, une chaîne qui arrive. La victoire, elle sera pour Kyle O'Reilly, qui arrive à porter sa soumission avec la chaîne dans les bras. Et encore une fois, Jon Moxley abandonne. Il y a un after-match avec Jon Moxley qui, juste après la défaite, semble reconnaître la victoire et le talent de Kyle O'Reilly, mais il va l'attaquer un peu après.
c'est pas clair, enfin, c'est Jon Moxley, quoi, c'est un peu foufou. Finalement, la conglomération arrive et Jon Moxley repart avec les Death Riders et un Casta qui semble complètement, confiant envers, Jon Moxley. Donc ça, c'est un peu bizarre. Enfin, un peu bizarre, c'est pas bizarre, mais il y a un niveau de confiance qui est total envers Jon Moxley. Match suivant, Kyle Fletcher contre Mark Briscoe. Alors, beaucoup de choses à dire, l'une des rivalités les plus intéressantes. De toute façon, Kyle Fletcher est potentiellement le catcheur le plus intéressant en ce moment, vraiment. Entre ses performances dans le ring et l'histoire qu'il raconte, de manière générale, c'est le plus intéressant. Le combat contre Adam Page était super. Son titre de champion de TNT est super. Et là, cette stipulation, c'est très intéressant parce qu'en vrai, au début, j'étais en mode Mark Briscoe va gagner forcément. Et finalement, en y réfléchissant un peu, est-ce que Mark Briscoe rejoint la Don Callis Family s'il perd? Enfin, s'il perd, il rejoint la Don Callis Family. Est-ce qu'il la rejoint ou pas? Ou est-ce qu'il gagne le titre et du coup bat Kyle Fletcher? Kyle Fletcher qui combat pour un nouveau record de défense de titre du championnat TNT. Donc vraiment, c'est un match à enjeu. Et honnêtement, avec le temps, je me disais, Mark Briscoe dans la Don Callis Family, c'est pas mal, hein? Et j'aurais pronostiqué une victoire de Kyle Fletcher. Et je me suis trompé! Je me suis trompé! Accessoirement, pour moi, meilleur match de la soirée. Parce qu'il y a un détail quand même qui... Là, le tournevis. Le tournevis, il faut pas faire ça, hein. Pas faire des trucs comme ça avec les tournevis. Donc pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Parce que je pense que c'est celui que je retiendrai le plus, au tournevis. Chose intéressante durant le match, ils sortent des échelles que je dirais presque en carton, que c'est pas les mêmes échelles que d'habitude, qui sont plutôt solides, les échelles de dans le catch, quand même un peu. Mais là, c'était vraiment du papier mâché, hein, ça du truc un peu solide. Il y a un détail au début de match qui m'a un peu perturbé, c'est la prise de finition, j'ai plus le nom là, de Kyle Fletcher sur Mark Briscoe sur une chaise. Et finalement, ça va. Alors que c'est une prise de finition qui est quand même pas mal protégée, enfin qui fait mal. Et là, globalement, tout au long du combat, ça va. Mark Briscoe, il arrive à enchaîner ses offenses, donc ça va. Pas si grave que ça. C'est un combat où, encore une fois, il y a beaucoup de sang. Parce qu'ils se sont dit le match précédent, il y avait du sang, bon voilà, on était en manque quand même. Les gens devaient être en manque. Et là, ça fait 2 matchs avec beaucoup de sang. Ça fait beaucoup sur un PPV. Il y en aura plus. On va dire il y en aura plus. Par contre, c'est vraiment un match, hardcore en soi. Oui, c'est un match hardcore avec toute la panoplie d'outils. Des chaises, des tables, des échelles, des punaises, une table avec du fil barbelé dessus, un tournevis. Il y avait pas de fourchette. En même temps, il y avait pas Moxley. Mais pas de fourchette. À la destruction, c'est Mark Briscoe qui gagne et qui obtient son premier titre à l'AEW. Donc c'est un titre TNT. Et il bat Kyle Fletcher, c'est pas mal. C'est pas étonnant qu'il gagne, parce qu'il en est capable. Mais, bonne perf. Et il le mérite. Et donc, pourquoi je vais retenir ce match plutôt qu'un autre dans ce PPV? Pour 2 raisons, je dirais. La première, c'est l'histoire du tournevis, où faut pas planter le tournevis sur le coin du ring. Avec le risque que les catcheurs tombent dessus et se plantent, s'empalent dessus. Donc je vais retenir ça, c'est un moment où j'ai presque détourné les yeux. Il m'arrive très rarement. D'ailleurs, c'est toujours avec des tournevis que ça m'arrive. Étonnant. J'aime pas les tournevis, je crois. Et la deuxième raison, c'est le saut de Mark Briscoe en haut de l'échelle. Parce que pour une fois, il a sauté de l'échelle, mais il a vraiment sauté, il s'est pas laissé tomber. Et c'est tellement rare que juste je vais le retenir en fait.
Match suivant! Grosse histoire. Match trio, les Young Bucks et Josh Alexander contre Kenny Omega et le Jurassic Express. En grosse histoire, principalement entre les Young Bucks et Kenny Omega. Est-ce que les Young Bucks vont rejoindre la Don Callis Family? Est-ce qu'ils vont agresser Omega? Le suspense est total. Donc naturellement, une entrée avec des feux d'artifice pour les Young Bucks. Évidemment, ils ont de l'argent pour l'instant en étant sous le contrôle de la Don Callis Family. Je suis pas très fan du match. Je trouve qu'au début, c'est beaucoup d'enchaînements de spots. Et globalement, je m'attendais à beaucoup de teasing pour la rencontre entre les Young Bucks et Kenny Omega. Mais finalement, ça arrivait assez vite. Et globalement, ils avaient pas trop de mal à se taper dessus. Donc, je suis un peu déçu. Enfin, j'avais pas imaginé le match comme ça, mais bon. Il y a un point plutôt positif, c'est une potentielle rivalité à venir entre Josh Alexander et Kenny Omega. C'était plutôt pas mal, Omega a presque abandonné sur une prise de soumission de Josh Alexander. Donc c'est un avenir plutôt prometteur, je pense, j'espère. J'ai envie en tout cas de voir ça. Il y a d'ailleurs Josh Alexander qui se prend un One Wing Angel de Omega à l'extérieur du ring. Et la victoire est pour les Young Bucks et Josh Alexander. C'est les Young Bucks qui ont gagné. Donc victoire de la Don Callis Family. Et ce qui est intéressant, c'est l'aftermatch. Il y a la Don Callis Family qui les rejoint au centre du ring. Don Callis et les Young Bucks commencent à partir. Et là, il y a la Don Callis Family qui commence à attaquer Kenny Omega. Donc pendant environ 1 milliard d'années, on voit les Young Bucks en train d'hésiter. Est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils y vont pas? Est-ce qu'ils y vont? Est-ce qu'ils y vont pas? Est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils y vont pas? Bon, finalement, ils vont sauver Kenny Omega en lâchant le million de dollars. Et là, après, c'est magnifique, hein. Enfin, magnifique, c'est le moment feel good, vraiment. C'est la réunion de tout ce monde-là. Les Young Bucks qui serrent la main du Jurassic Express. Ils serrent pas la main de Kenny Omega. Non, ils leur font un câlin. Enfin, Kenny Omega leur fait un câlin. Donc vraiment, là, c'est la positivité. Et c'est assez drôle sur la rampe que les Young Bucks partent pour aller vers la gauche, donc vers les heels. Finalement, il y a Jack Perry qui dit ah, on va vers la droite? Ça m'a fait rire. Match suivant! Mercedes Moné contre Chris Statlander. Match pour le titre féminin. Alors, il va falloir que je dise quand même que je suis pas trop fan de Chris Statlander. Je suis pas dans le train, encore moins avec son côté extraterrestre. Je suis pas fan. J'ai jamais réussi à rentrer dans le train de Chris Statlander, mais bon, elle est championne, elle le mérite. Je comprends l'engouement, et voilà. Moi, je suis pas dedans. Et Mercedes Moné, j'ai eu du mal à rentrer dans le personnage Ultimo Moné, mais là, je suis globalement dedans. Donc c'est parti. L'entrée de Mercedes Moné avec tous les catcheurs qui tiennent les ceintures, c'est bien, hein, c'est trop bien. Et l'entrée de Chris Statlander, par contre, trop bien. Avec le vaisseau spatial qui s'écrase, enfin qui fait genre qu'il s'écrase, hein, il est pas tombé du ciel. Et Chris Statlander qui sort là avec une petite galipette, petite roulade. Ah, ça, j'aime bien. Donc l'histoire du match, c'est plutôt pas mal en vrai. Parce que Chris Statlander n'a jamais battu Mercedes Moné, il y a 2-0 pour Mercedes Moné. Mais après, Mercedes Moné n'arrive pas à choper le titre. Donc, il va y avoir du changement. Il y a un moment dans ce match où Chris Statlander tente le piège à souris sur Mercedes Moné. Je trouve ce passage super bien. J'aurais aimé qu'elle gagne avec cette prise. Mais finalement, non, c'est dommage. La relation Wheeler Utah Chris Statlander, c'est bien ça. Ça, je suis dedans, même s'il n'y a pas vraiment. Mais finalement, c'est la victoire de Chris Statlander au terme d'un bon match, mais sans plus. Le match est bien, mais
À part le piège à souris que j'ai trouvé très bien, j'ai pas été emballé plus que ça. Le niveau moyen est très bon, mais sans plus. Avant le main event, il y a une interview de la Don Callis Family avec Okada, Takeshita et Chihiro en coulisses. Ça, c'est super intéressant. Avec Okada, qui devra donc défendre son titre continental, mais c'est unifié, c'est pas clair, lors du Continental Classic. Je vais pas faire de prono. C'est un peu triste. Et du coup, il y a Takeshita qui s'annonce dans le tournoi. Et là, il y a Kyle Fletcher qui débarque aussi. Il dit ouais, j'ai plus de ceinture, voilà, ça me saoule. Moi aussi, je suis dans le tournoi. Donc là, le tournoi, il va être bien là. Adon Callis, ça va fumer. Match suivant, le main event. Les entrées, elles sont bien. L'entrée de Samoa Joe avec l'armée de Hobbs, là sur le long de l'entrée, c'est bien. Toujours dominant, toujours Joe, quoi. Trop bien. Et l'entrée de Adam Page, un peu mitigé, il n'y a pas sa super musique. Il y a une autre, en lien avec Red Dead Redemption 2. J'y ai pas joué, donc je connais pas. Mais... Ah, ça change. Pas grave. C'est un match en cage où officiellement faut terminer avec une soumission ou un tombé. Donc ça, vraiment, c'est trop bien. Il n'y a pas d'histoire de sortir de la cage. Vraiment, officiellement. Et ça, c'est bien. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'un match en cage, il n'y a pas d'intervention. Donc évidemment, en premier, nous avons Shibata qui débarque, qui essaie de rentrer avec la ceinture, passant par au-dessus. Il se fait choper par Eddie Kingston. Bon, pourquoi pas. C'est un match où il y a eu du sang, hein. Il y a... Ah, ça a saigné. Samoa Joe, là, ouh. Il y avait du sang sur le front, là. Il y avait du sang sur les mains, là. Il y avait du sang. Encore du sang, voilà. On était là, la première moitié du show. Bon, pas de sang, ennui. Tiens, rattrapé sur la deuxième moitié, là. Ensuite, il y a l'arrivée de Powerhouse Hobbs, qui vient répondre à une question que je me posais finalement intérieurement, qui était comment Adam Page va faire sa Buckshot Lariat. Et là, heureusement, Hobbs, il arrive, il ouvre la cage, dégomme la chaîne, il dégomme la chaîne à main nue. Il est trop fort. La porte étant ouverte, il est possible de faire une Buckshot Lariat en étant à l'emplacement de la porte. Il en fait une. Donc ça met Samoa Joe un peu KO. Il essaie de faire le tomber, mais l'arbitre avait été mis... Il avait été poussé. Voilà, ça arrive. Une vie d'arbitre. Sauf que là, c'est un peu le drame. Enfin, c'est un peu le drame. Non, il y a Hook qui arrive, prend la ceinture, voilà, et il défonce Hangman Page. M'y attendais pas. J'ai subi ce moment terrible. Et en soi, c'est super bien et potentiellement cohérent. Parce qu'on peut se rappeler du temps du championnat FTW où Hook et Hobbs étaient ensemble, en fait. Donc, ils sont copains. C'est des copains. Et au final, nouveau champion, Samoa Joe. Une deuxième fois un peu tombé de nulle part. C'est bien et en même temps, je sais pas. Ça va être intéressant ce qui va se raconter par contre. J'espère. Voilà. Vous voulez que je vous parle d'autre chose? Parce qu'il y a autre chose, hein.
Il y a une super arrivée. Oh là là, l'arrivée de Swerve, trop bien. La lumière qui s'éteint, la maison qui brûle sur l'écran, un Prince Nana de toute beauté, une musique qui change, moins fan. Au début, on sait pas trop le positionnement de Swerve, c'est compliqué. Il est gentil, il est pas gentil, il est avec Paige, il est pas avec Paige. Bon, au final, il défonce complètement The Ops. Et voilà, on finit le PPV comme ça. Que dire de Full Gear? C'était bien, mais sans vraiment de trucs complètement incroyables. Un bon niveau constant, quelques enjeux intéressants avec Fletcher contre Mark Briscoe. Mais globalement, c'est pas le meilleur PPV de l'année. En même temps, ça va être dur de battre All-In. Et voilà, un moment très sympathique. J'apprécie. Et pour la suite, il y a le Continental Classic qui va être très plaisant à suivre pour la compétition et pour l'histoire de la Don Callis Family. L'histoire avec Samoa Joe va être intéressante, plus intéressante que les matchs qui ont précédé. Il y a toujours le tournoi tag féminin, c'est intéressant, et l'histoire des Death Riders. J'apprécie. Donc un bon mois qui va venir, je pense. Plutôt prometteur. Des bonnes histoires, du bon catch. C'est tout ce qu'il me faut. En attendant, si vous avez quelque chose à dire, laissez juste un commentaire. Et sinon, on se retrouve plus tard. Prenez soin de vous, c'est important. Des bisous.